comprendre les grands principes qui sont l'espacement des trains, le cantonnement, toute la réglementation ferroviaire, il faut partir à la base. C'est-à-dire que le principe du train, c'est de déplacer une charge extrêmement lourde avec une énergie minimale. Pour déplacer une charge lourde, il faut diminuer le frottement. Voilà ce qu'on s'est dit. Donc pour ce faire, on a inventé le rail. Donc le rail, il est composé de, on va dire, 3 parties distinctes. Le champignon, avec sa table de roulement, l'âme et le patin. Donc le rail, il repose sur une semelle, sur des traverses, en bois ou en béton. Les traverses sur du ballast. Donc, il a été étudié en fonction de la charge qu'il va falloir qu'il supporte, et qui est de 22,5 tonnes par essieu pour un train. Donc c'est des charges extrêmement importantes. Et il faut qu'il résiste aux effets statiques, dynamiques. C'est-à-dire qu'il va se déformer, la voie elle peut bouger, et tout en assurant la sécurité du train. Il ne faut pas qu'il y ait de risque de déraillement. Donc il sert à guider le train et à supporter la charge. Ça c'est le premier point. Alors sur le rail, la roue elle vient se reposer sur un plan incliné. Sur un point très réduit, ce qui fait que la surface de frottement mis en contact est minime. Du coup, il n'y a pas besoin d'effort pour déplacer une charge lourde. On peut déplacer une charge lourde avec un minimum d'effort. Et tout le problème vient de là. Parce que à cause de ça, on va avoir des difficultés de la mise en vitesse. Donc des réglementations pour la mise en vitesse pour éviter le patinage. Et des difficultés à s'arrêter. Des distances de freinage tellement importantes qu'il n'est pas possible en train de circuler à vue. On ne peut pas s'arrêter sur la partie de voie visible à moins de circuler à une vitesse très réduite. À partir de ce moment-là, il a fallu mettre en place des règles et des règlements. Et tous les règlements et les règles, elles découlent de ça. Donc voici un schéma de la transmission d'un essieu de BB 22200. Donc là on a 2 roues montées sur un axe qui forment un essieu. Donc comme on peut le voir, les roues elles sont pas planes. Elles ont une légère pente. Pourquoi ? Parce que dans les courbes, la distance parcourue par la roue à l'intérieur de la courbe est plus courte que la distance parcourue par la roue qui se trouve à l'extérieur de la courbe. Les 2 roues ne vont pas tourner à la même vitesse. Donc pour éviter tout patinage, sur les voitures, on utilise un différentiel. Donc la roue à l'intérieur va tourner moins vite que la roue à l'extérieur de la courbe. Mais en train, c'est pas possible parce que les 2 roues sont dépendantes. Donc, c'est tout l'essieu qui va se déplacer sur le rail. Là, j'ai fait un petit croquis d'une roue vue en coupe. J'ai volontairement exagéré le profil. Donc, la roue, elle est composée de la toile. On a la jante ici. La table de roulement, c'est la partie de la roue qui repose sur le rail. Et le boudin. Donc comme on peut le voir, la roue elle est légèrement biseautée. L'essieu du train se déplace entre les 2 fils de rail. De cette manière, la roue qui se trouve à l'extérieur, dans une courbe par exemple, la roue qui va se trouver à l'extérieur va se retrouver plaquée contre le boudin et son diamètre va être plus grand que la roue qui va se trouver à l'intérieur de la courbe, puisque elle va se trouver sur son bord extérieur. Elle aura donc un diamètre plus petit. Donc voilà, si je prends l'exemple de cette jolie petite machine à vapeur et d'un rail, modèle réduit, on peut s'apercevoir qu'il y a du jeu.
entre l'écartement de voie et l'écartement d'essieu. Donc, quand mon train il va prendre une courbe à droite, l'essieu va se déplacer sur la gauche. Donc la roue de gauche va tourner, le diamètre de la roue de gauche sera plus grand que le diamètre de la roue de droite. Et inversement, il se déplacera de l'autre côté, si la courbe est à gauche, la roue de droite viendra se caler contre le rail de droite. Son diamètre sera plus grand. Voilà. Alors maintenant, on va parler des grands principes de circulation des trains, parce que c'est la base. C'est-à-dire, on va parler des régimes d'exploitation. Comment faire circuler les trains dans les deux sens, sans qu'ils se rentrent dedans. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une gare? Il faut bien comprendre qu'une gare, c'est pas un endroit où les gens ils montent dans le train et où ils descendent du train, où les voyageurs montent, descendent, où on va charger, décharger de la marchandise. C'est pas ça une gare. Une gare, pour un conducteur, c'est un lieu où on peut arrêter et retenir des trains. Ça, c'est le principe de la gare. Si c'est pas une gare et qu'on dessert des voyageurs ou des marchandises, mais qu'elle n'est pas équipée de dispositifs pour arrêter les trains ou les retenir, c'est un établissement pleine ligne. Un EP. Donc le régime de la voie unique. Donc il faut savoir qu'il y a encore une dizaine d'années en France, la voie unique, elle représentait 40% du réseau. Donc le régime d'exploitation de la voie unique, c'est le régime d'exploitation d'une ligne. Donc là, il n'y a qu'une ligne. Sur lesquels les trains des deux sens, ils circulent sur la même voie. Donc c'est-à-dire que la voie, elle est équipée pour faire circuler les trains dans un sens ou dans un autre. Donc ça veut dire que les appareils de voie, les passagers à niveau, les pancartes, tout est prévu pour que ça roule dans les deux sens. Voilà. Et ce qui s'oppose au face-à-face, pour éviter qu'il y ait des nez à nez, que les trains se rentrent dedans, leur rencontre, on définit des règlements et des consignes. Donc ça fonctionne par des règlements et des consignes. Voilà. Ça, c'est le principe de la voie unique. Donc admettons que ici on ait un train qui est à la gare A et qui veut se rendre à la gare B. Donc le train part de la gare A. Il arrive en gare B. Tant que le train n'est pas arrivé en gare de B, le chef de gare de la gare de B n'expédie pas le train pour aller en gare A. Bon, ça c'est le principe. Il va y avoir des dépêches entre les deux gares pour s'assurer qu'il n'envoie pas de train dans l'autre sens et qu'il n'en enverra pas. Parce qu'il ne faut pas qu'il lui dise c'est bon, j'en envoie pas. Le train part et ensuite finalement il en envoie un. Donc il va y avoir des règlements. Mais le point important, qui est important pour tout le type d'exploitation, tous les régimes d'exploitation, mais surtout pour la voie unique, c'est que le train part de la gare de A. Quand il arrive en gare de B, le chef de gare, il va vérifier qu'il y ait les feux rouges allumés à l'arrière du train. Les feux rouges, ils signifient que le train il est complet. C'est très important. Admettons que le train parte de la gare A. Donc le train il part de la gare A. Il perd un wagon en cours de route. Il arrive en gare B. Le chef de gare s'aperçoit qu'il n'y a pas les feux rouges. En aucun cas, il pourra
expédier un train de sa gare. Et en aucun cas, la gare de A pourra à nouveau expédier un train. Voilà. Ça sera pas possible. Par rapport à la voie unique, on peut faire un petit aparté. Il existe, on va dire, 3 types de lignes voie unique. Donc la voie unique normale, bon, comme on a expliqué. Ensuite, il existe la VUSS, la voie unique à signalisation simplifiée. Donc là, il n'y a plus de signalisation. Il n'y a plus de signaux, du moins. Donc on reviendra sur ça plus tard. Et ensuite, la voie unique à trafic restreint. Voilà. La voie unique à trafic restreint, ça sert surtout pour les trains, c'est généralement réservé aux fret. C'est une consigne de ligne qui gère la circulation. Voilà. Donc c'est des réglementations spécifiques mais qui sont devenues assez rares. Voilà. Donc la double voie, c'est le régime d'exploitation d'une ligne à 2 ou plusieurs voies sur lesquelles chaque voie est affectée à un sens de circulation. C'est-à-dire que ce train se déplace dans ce sens-là, ce train se déplace dans ce sens-là. On ne peut pas faire circuler les trains dans l'autre sens parce que la signalisation n'est pas prévue pour. Les appareils de voie, comme par exemple un passage à niveau, il ne fonctionnera pas si on fait circuler le train dans l'autre sens. Il ne fonctionne que dans le sens normal. Les pancartes S pour siffler, les TIV sont implantés dans le sens normal de circulation des trains. Donc dans ce sens-là. Donc chaque train, il a un sens de circulation. Ainsi, il n'y a pas de risque de nez à nez. Et ensuite, la voie banalisée. Donc la voie banalisée, c'est le régime d'exploitation d'une ligne à une voie, ou plus, il peut y en avoir 2, 3, sur lesquels les trains ils peuvent circuler dans les deux sens. Et dont les installations de sécurité automatique s'opposent à l'expédition de trains en sens contraire. C'est-à-dire que c'est des installations de sécurité automatique qui évitent le nez à nez. Voilà. C'est plus géré par des dépêches, donc il n'y a pas besoin ni de gare, ni de poste de cantonnement. Mais c'est pas tout ça, on parle et on va rater la prise de service. Faut y aller. Avant le départ, le conducteur de train consulte sa fiche train. C'est le document le plus important. Elle lui indique les horaires de passage dans chaque gare, les lieux où il doit s'arrêter et comment il doit repartir. Sur cette fiche train, il retrouve le numéro de son train, le type d'engin moteur, les vitesses maximales qu'il ne doit pas dépasser et les vitesses de référence pour arriver à l'heure dans les gares. Ensuite, le conducteur s'assure de la concordance de ces vitesses. Dans un document qui s'intitule « Les renseignements techniques » ou « Les livrets de ligne », il va retrouver tout ce qui concerne la ligne ou les lignes qu'il va emprunter, le type de cantonnement, le régime d'exploitation et bien sûr les vitesses en fonction du type de train qu'il va faire. Le conducteur de train vérifie que les vitesses indiquées sur sa fiche train correspondent bien à la vitesse indiquée sur ses renseignements techniques pour la catégorie du train qu'il va effectuer. Le conducteur de train doit faire toutes ces vérifications pour tous les trains qu'il va effectuer pendant sa mission.
donc en fonction de toutes les lignes qu'il va emprunter. Bien entendu, les vitesses sont reprises par sens de circulation, c'est-à-dire que même sur une ligne à voie unique, la vitesse en sens pair peut être différente de la vitesse en sens impair. Le conducteur doit veiller que tous ces documents soient à jour. Quand il reçoit un nouveau document, il doit émarger ce document en notant la date à laquelle il l'a reçu et le signer. Si cette petite vidéo vous a plu, ou si vous avez des suggestions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à laisser des commentaires.